Bonjour Alain Minc. Bonjour. Un séminaire gouvernemental s'est tenu hier à l'Élysée, sous l'autorité du président de la République, Emmanuel Macron, pour essayer de mettre, entre autres, un peu d'ordre dans quelque chose qui commence à ressembler à une série de couacs, les 80 km/h, les aides sociales différentes entre les deux ministres de Bercy, le glyphosate, avec les incartades de Nicolas Hulot face au ministre de l'Agriculture. Plusieurs couacs, c'est quoi? C'est le retour à la vieille politique? De toute façon, la vie politique assez classique, on ne peut pas y échapper. Et des ministres qui ont une certaine... Emmanuel Macron prétendait y échapper. Mais lui y échappe plus que son gouvernement, à certains égards. Bon, et les ministres qui ont une existence, une identité, évidemment, ont une tendance à vouloir l'affirmer. Mais ce sont des sujets très différents. Le 80 km/h, personnellement, je trouve scandaleux qu'on mette en cause la décision du Premier ministre. Elle est courageuse et face à ce diagnostic 300 à 400 vies, franchement, je ne comprends pas ce que Gérard Collomb a dit. Le glyphosate, oui, baroud d'honneur de Nicolas Hulot. Les aides sociales, je pense que c'est un problème beaucoup plus sérieux. Oui. Parce que d'un côté, on voit s'ouvrir sur les retraites un vrai débat. Je ne dis certainement pas qu'il aboutira à un consensus précis. Avec l'objectif d'aller vers la retraite à point. Oui, vers la retraite à point. Et par exemple, la manière dont ce matin, dans le Parisien, Jean-Paul Delevoye ouvre le débat, je trouve que c'est politiquement sain et formateur. Les aides sociales, il faudrait faire la même chose. On sait bien qu'il y a un problème, mais on ne peut pas le traiter à coups de petites phrases, ne serait-ce que parce que c'est une matière incroyablement inflammable. Inflammable sur le plan politique. Or, aujourd'hui, il a été... Et sur le plan humain, or aujourd'hui, ce débat a été ouvert sous l'angle des économies budgétaires. Ben, je pense que c'est une très mauvaise chose et je pense qu'il faudrait l'ouvrir sous le même angle que les retraites, c'est-à-dire ce système est-il optimal? Peut-il mieux fonctionner au même coût? Quelles sont les populations cibles? Et mettre un peu d'ordre et de temps dans cette affaire. La réalité, c'est que, comme on le disait, il y a eu dès le début un différend entre Bruno Le Maire, ministre des Finances, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. À la fin des fins, à votre avis, est-ce qu'il faut réduire les aides sociales? Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut se poser le problème. L'État-providence français fonctionne-t-il efficacement? Non. L'ascenseur social marche-t-il? Non. En tout cas, moins qu'avant. Les populations qui sont en voie de ghettoisation arrivent-elles à s'ouvrir sur le reste de la société? Non. Donc la vraie question, ce n'est pas l'effet budgétaire instantané, parce qu'il faut boucler, c'est que fait-on pour que, à ce degré de coût qui est celui de l'État-providence... 760 milliards d'euros, y compris tout ce qui est maladie. Bon. Est-ce qu'il remplit sa fonction? Et donc je pense qu'il faut se donner du temps et oser poser cette question-là. Agnès Buzyn, ce matin, dans les colonnes de l'Opinion, entre autres, dévoile le début de son plan pour la vieillesse, alors avec un effort particulier pour les EHPAD. Mais ma question, c'est est-ce que dans ce maquis des aides sociales, est-ce qu'on arrivera à échapper à une augmentation des prélèvements pour financer ce risque nouveau, celui de la grande vieillesse, qui lui-même est en augmentation? Mais je ne sais pas si ça sera sous forme de prélèvement. Ce qui est clair, c'est que la société française sera obligée de dépenser plus pour ses vieux. Plus, mais moins que les autres, grâce à la démographie, qui est notre grand atout à long terme. Donc, il y aura certainement une partie solidarité et il y aura inévitablement une partie assurance. Il ne faut jamais oublier que en France, l'essentiel des dépenses collectives est financé par les prélèvements. Ouais. Dans d'autres pays, en réalité, c'est financé par des mécanismes d'assurance volontaire. D'assurance individuelle, chacun se protège, donc, en tout cas protège une partie de son risque individuel. Donc la question, c'est, notre devoir est de protéger à coup sûr, par le prélèvement, la partie de la population qui ne peut pas s'assurer. Mais ça vaut aussi, à certains égards, pour la santé. Je reste depuis des décennies convaincu que rembourser de la même manière le rhume de gosses de 4 dirigeants attrapés sur les pistes de Courchevel et celui d'un enfant des banlieues, ça n'est pas possible. Il y a des risques qui sont des risques collectifs. L'hospitalisation sur sujet grave est évidemment hors de portée de quiconque, et de l'assurance. Oui. En revanche, il y a des petits risques médicaux que les populations aisées pourraient évidemment couvrir par l'assurance. Cette image du rhume que l'on rembourse ou qu'on ne rembourse pas avait coûté très cher dans la campagne à François Fillon
lorsqu'il avait été évoqué par l'un de ses... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont coûté plus cher à François Fillon que le rhume. Oui, mais c'était le début d'une grande fracture dans le camp qui était censé le soutenir. Parce que c'était mal posé et parce que ça servait de prétexte à faire apparaître des cicatrices dans ce camp dont on a vu exactement l'ampleur. Vous savez très bien que je n'ai pas soutenu François Fillon. Je sais très bien, mais je sais très bien que vous avez sûrement en mémoire cette affaire du rhume. Je l'avais oublié. Voilà. Dans un tout autre genre, l'Italie aujourd'hui est secouée par... Ça, c'est un sujet autrement sérieux. C'est un sujet très sérieux, sans aucun doute. L'Italie est secouée par une crise politique majeure et une crise européenne. Une crise européenne qui a montré deux choses. Un, que les Italiens sont prêts à envoyer des signaux de très grande provocation vis-à-vis de Bruxelles. Et deux, que les Allemands ne sont pas toujours d'une grande finesse lorsqu'il s'agit de garder l'Union. Où est le tort principal ? D'abord, je pense qu'il faut regarder les deux hypothèses. Et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de pronostic. Il y a l'hypothèse McMahon, on a connu ça en France, c'est-à-dire un affrontement entre un président du Conseil et un président de la République. On va devant le peuple, le président du Conseil, là, en l'occurrence ce serait la coalition populiste, gagne, et c'était la phrase pour McMahon, se soumettre ou se démettre. Cette hypothèse est terrifiante. C'est la plus probable au jour d'aujourd'hui. C'est la plus probable avec les sondages d'aujourd'hui. Voilà. Et elle est terrifiante parce qu'elle provoquera à ce moment-là une crise dans la zone euro d'une ampleur inégalée. C'est la plus probable, Alain Minc, et c'est celle que joue en particulier la Ligue. C'est celle que joue la Ligue. Je pense qu'il y a une grande différence. Et puis il y a une deuxième hypothèse, qui est que lorsque les Italiens, plus l'élection d'ailleurs aura lieu tard, plus cette hypothèse sera plausible, que les Italiens, voyant pays de grande épargne, voyant leur épargne attaquée par les marchés financiers, commencera à devenir raisonnable. Reste qu'il y a une différence de nature entre la Ligue et Cinque Stelle. La Ligue est un mouvement dont les racines d'extrême droite demeurent très fortes et dont la volonté de changer le système est très grande. Cinque Stelle, c'est une auberge espagnole. Bon, ce qui va poser un problème majeur au Parti démocrate de Matteo Renzi. S'il fait prévaloir l'intérêt de l'Italie sur ses intérêts propres, il accepterait d'être le junior partner, en réalité, de Cinque Stelle. Donc pour rejoindre Télé en ayant les ministères économiques. Assez largement populiste tout de même. Populiste de tempérament, mais sans idéologie, parce qu'il y a tout là-dedans. Oui. Et d'ailleurs, et un peu n'importe quoi. Oui, c'est une auberge espagnole. Il y a un peu. Mais oui, mais si le Parti démocrate acceptait d'être son allié, ce serait pour le stabiliser. Qu'est-ce que ça va devenir ? Je n'en sais absolument rien, mais le pire est possible. Le pire est possible, pour la première fois en Europe. Je reviens sur ma question qui concernait les Allemands, et vous avez vous-même commencé à y répondre. Les marchés attaquant l'épargne des Italiens leur feront peut-être entendre raison. Est-ce que c'est pas très difficile ? Est-ce que c'est pas d'une extraordinaire maladresse de la part des Allemands de s'exprimer comme ça ? Qui ? C'est le commissaire allemand ? Oui. C'était pas très différent du ministre des Finances français. Pardon, je veux dire... il faudrait que les politiques de tous les pays d'Europe sachent mettre un sparadrap sur leur bouche. Dans cette affaire. Ne pas insulter les Italiens. Je veux dire, la leçon faite par Bruno Le Maire aux Italiens était juste sur le fond, mais il ne fallait pas le faire. Et le commissaire Oettinger, et je ne dirais pas allemand, parce que quand on est commissaire, on est européen, était particulièrement maladroit. Mais ça, je pense que... Sa phrase, c'était les marchés apprendront alors, M. Juncker pour les commissaires, Madame Merkel pour les Allemands et le président de la République pour le gouvernement français, je pense, vont signer la fin de cette récréation verbale. On a lu dans les journaux au début de la semaine que vous aviez proposé à Xavier Niel d'être candidat pour la mairie de Paris. Celui-ci a refusé, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous avez des idées d'autres candidats pour battre je n'ai pas proposé à Xavier Niel. Il m'arrive de dire ce que je pense au chef de l'État, mais ça, je n'en parle jamais. Merci beaucoup, Alain Minc.